Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. C'est le dernier virage de cette émission avec un sujet très intéressant aujourd'hui en compagnie du docteur Frédéric Zabidjo. Voilà, un visage, une expertise, un nom. Vous êtes habitué, bien sûr, à cette personnalité. Il est psychothérapeute. Le thème aujourd'hui, comment annoncer le décès d'un parent à son enfant. Sujet simple, mais pourtant très important. Très important. Sujet compliqué aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de parler facilement de la mort. Oui. La mort ne fait pas, dans notre jargon quotidien, la mort ne fait pas partie de nos habitudes et pourtant, on y est confronté à tout moment. La mort fait bien partie de la vie et il est important qu'on y fasse face, qu'on en parle pendant qu'on est vivant. Mais le problème se trouve dans la manière de parler de la mort. On évite souvent le sujet en croyant ménager les gens qu'on aime. Pourtant, en le faisant, on commet des erreurs qui les affectent naturellement. Donc, c'est de revoir la manière, c'est de revoir nos façons de faire dans cette matière. Alors, notre façon de faire avec les enfants, est-ce que ça dépend de l'âge ou un enfant, c'est un enfant? Un enfant, c'est vrai, c'est un monde à part. Oui. Il faut que les adultes le sachent. Il faut qu'ils sachent qu'un enfant n'est pas un adulte, il ne réfléchit pas comme un adulte, n'a pas la même conception du monde qu'un adulte. Un enfant, en fonction de ses stades de développement, a une certaine conception de certaines réalités de la vie. Les enfants, par exemple, qui ont en dessous de 4 ans, n'ont pas une image assez correcte de la mort. Elle est assez abstraite dans leur esprit. Donc, parler, par exemple, de la mort à un enfant qui a entre 0 et 4 ans, d'une certaine façon, il faut qu'on tienne compte de son âge, justement. Donc, il a une notion abstraite. Il connaît l'absence. Il sait ce que c'est que l'absence, mais pour lui, cette absence-là ne signifie pas forcément la mort. Un enfant, par exemple, qui a entre 4 et 6 ans, il a une idée plus ou moins de la mort, mais il ne sait pas que cette mort-là, elle est irréversible. Il ne sait pas que cette mort, c'est un processus irréversible. Donc, quand vous devez faire une annonce à un enfant qui a entre 4 et 6 ans, il faut en tenir compte. Que l'enfant, il ne sait pas que quand on meurt, on ne revient plus. Donc, si vous lui tenez un certain langage, vous risquez de l'affecter. Si vous lui dites des choses qui ne sont pas claires, il risque d'avoir des attentes qui ne seront jamais honorées. Donc, il faut en tenir compte. Un enfant qui a à partir de 8 ans, qui est au-delà de 8 ans, lui, il sait ce que c'est que la mort. Il sait que c'est situé dans un cadre qui est intemporel. Je veux dire qu'on ne revient plus de la mort. Mais il sait aussi surtout que la mort est universelle, que tous vont y passer. Mais avant ça, c'est des notions que les enfants n'ont pas forcément. Donc celui qui doit faire l'annonce doit tenir compte des stades de développement affectif et psychomoteur de l'enfant. C'est très, très important. Très important. Alors, moi, ce que je vais te demander, généralement, on le dit chez nous, on le constate plus ou moins dans les familles, quand un enfant perd son papa ou sa maman, généralement, on le voit immédiatement et on le sait et on le sent. L'enfant ressent, bien sûr, cette disparition brutale. Et souvent, même l'enfant le dit. Je sais que mon père ou ma maman ne sera plus là. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant dans cet état de fait? Comment est-ce qu'on réagit? Parce que l'enfant, il sait plus ou moins, il a ressenti qu'il y a ce détachement qui vient d'arriver. Déjà, comme je le disais, quand le décès arrive, quand c'est fait brutalement, par exemple, tout dépend de la manière dont l'enfant rentre en contact avec l'information. Si c'est un décès, si par exemple le décès survient à la suite d'une longue maladie, l'enfant voit le parent partir, il faut le préparer à cela en lui tenant un langage de vérité. Un langage où on ne va pas édulcorer les choses avec des périphrases du genre la personne est partie. L'enfant, dans sa tête, la personne est partie où? L'enfant, il a plus ou moins... Ça dit qu'on parle de la mort. L'enfant, il a une idée vague de la mort en fonction des stades de développement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut tenir compte de la tranche dans laquelle il se trouve et faire les choses en fonction de cette tranche-là. Si j'ai affaire à un enfant qui a, par exemple, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 8 ans, en ce moment-là, je ne vais pas lui dire que maman est partie au ciel. Parce que si je lui dis que maman est partie au ciel, il est capable de me demander après, mais pourquoi maman ne revient pas du ciel? Il attend maman pour faire des choses avec lui. Il ne faut pas que l'enfant ait des attentes qui soient dessus de cette façon-là. Donc, c'est de lui dire les choses de façon vraie. Maman, elle était partie à l'hôpital, elle était malade. À un moment, son cœur a arrêté de se battre. Pardon, son cœur a arrêté de battre et maman, elle est morte. Il faut le lui dire. Et si vous dites, par exemple, que je sais que maman est morte, elle ne va plus revenir? Quand il vous dit que je sais que maman est morte, elle ne va plus revenir, c'est de faire l'évaluation de ce qu'il a comme conception de « elle est morte,
elle ne va plus revenir. Pour lui, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il dit les choses, parce qu'il entend. Mais est-ce que ce que recouvrent ces réalités-là, il les a? Donc, c'est de faire cette évaluation-là. Maman, elle est morte, ok, pour toi, ça signifie quoi? Il faut qu'on ait la patience d'écouter ce que l'enfant va donner comme réponse. Que cette réponse-là soit juste, qu'elle ne soit pas juste, peu importe. Mais c'est au moins de l'écouter. Et en fonction de ce que l'enfant va dire, on aura des leviers sur lesquels s'appuyer pour continuer les actions de support, par exemple. Quand on sait que l'enfant a une notion très claire de ce que c'est que la mort, il sait que sa mère ou son père est parti et que c'est pour de bon, il ne va plus revenir, il faut évaluer ses ressentis. Qu'est-ce que ça lui fait? Désormais, de devoir vivre sans maman, cela va impliquer que, par exemple, ça sera peut-être une tante, une nounou, le père, un oncle, un frère qui va l'accompagner à l'école. Désormais, ça ne sera plus maman, ça ne sera plus papa. Désormais, certaines situations ne vont plus se présenter comme elles avaient l'habitude de se présenter. Déjà, c'est vraiment de lui décrire ce que recouvre la notion de disparition de cette personne-là par rapport aux habitudes qui ont été ancrées avec l'enfant. Bien sûr. Alors, parlons d'habitude. Moi, je voudrais qu'on reste un peu sur ce mot. Nous avons généralement dans notre éducation, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, on aime les préparer à certaines choses, évoquer certains sujets avec les enfants, parce que si des situations arrivent, ils savent déjà. Est-ce que parler de disparition, est-ce que parler de la mort, ce sont des sujets qu'on peut évoquer de temps en temps avec les enfants? On doit évoquer ces sujets-là. Okay. Nous-mêmes, on doit évoquer. Même en tant qu'adulte, on a des problèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des problèmes pour parler de la mort. Pourtant, la mort fait bien partie de la vie. Notre vie. Voilà. Et souvent, on a des religieux qui, quand vous commencez à parler de mort, ils se disent non, mais il est habité par un esprit de mort. Il faut qu'on arrête avec ces histoires-là. Parce que moins on parle de certaines réalités, plus quand elles se présentent, elles nous traumatisent. La mort fait partie de la vie et ça va arriver. C'est l'avenir le plus certain, le plus sûr de chacun d'entre nous. Bien sûr. Donc, c'est d'en parler. Sauf que pour en parler, il faut tenir compte des réalités psychologiques de chacun. Justement. Comme je le disais, quand on a en face des enfants, on sait qu'à partir avant 4 ans, la mort elle est abstraite dans l'esprit de l'enfant. Donc pour lui, la mort, il a conscience que quand quelqu'un est mort, la personne n'est pas là. Mais quelqu'un peut ne pas être là et être allé au travail, mais la personne va revenir. Dans sa tête, il n'arrive pas à faire la différence. C'est à partir de 5 ans, 6 ans que cette différence-là commence à s'implanter dans son esprit. Et quand il est clair dans sa tête que quand quelqu'un meurt, la personne ne va plus revenir. Donc en ce moment-là, quand on lui dit la personne est morte, elle ne va plus revenir. Il faut qu'on le lui dise. Pas en le choquant, mais en le ménageant. Et le ménager, je répète, ça ne veut pas dire édulcorer les choses. Parce que souvent, les Africains, on est dans la copie servile. On entend des Blancs dire à leurs enfants, maman est partie au ciel, elle ne va pas revenir. Enfin, maman est partie au ciel, elle est assise à côté du père, il va plus. Bon, on dit des choses de ce genre-là. Mais on ne sait pas qu'en le disant, on est en train de créer des attentes dans l'esprit de l'enfant. Ce sont des mots qui restent. Voilà, ce sont des choses. Et souvent même, il y a des choses qui sont marquées dans l'esprit de l'enfant à jamais. Quand vous lui faites une annonce brutale d'un événement traumatisant, par exemple dans un lieu où l'enfant se sent en sécurité, vous êtes en train de créer un lien entre ces lieux-là et le traumatisme. Je prends un exemple. Vous êtes confronté à une mort brutale d'un parent proche. Par exemple, l'enfant, il perd son père, par exemple, et on veut lui faire l'annonce, et on va lui faire cette annonce-là dans sa chambre. Alors que la chambre, c'est le dernier rempart de chacun d'entre nous. C'est le lieu où on se sent le plus en sécurité. Si vous lui faites une telle annonce dans la chambre, dans son esprit, la chambre restera gravée et la chambre sera reliée à l'événement traumatisant. De sorte que quand il grandit, il ne va plus vraiment se sentir à l'aise dans sa chambre. Concrètement, où est-ce qu'on peut le faire? C'est vraiment de prendre l'enfant, par exemple, de sortir dans un lieu où on sait qu'il n'y aura pas de lien. Et puis, on lui fait l'annonce. Le plus important, c'est d'être là, au moment où l'enfant va commencer, par exemple, à extérioriser ses ressentis. Et qui fait l'annonce? Ça dépend de l'événement. Il est conseillé que quand c'est un événement qui est brutal, par exemple une mort accidentelle qui est arrivée, on ne s'y attendait pas, il est conseillé que ce soit, par exemple, le technicien de la santé, par exemple le médecin qui fasse l'annonce à l'enfant, quand c'est brutal. Mais quand ce n'est pas brutal, le parent qui subsiste à la mort, il a le devoir de faire l'annonce et de préparer l'enfant si cela est nécessaire. Je veux dire, quand c'est en cas d'une maladie de longue durée, on voit la personne partir.
C'est de préparer l'enfant chaque jour. Bon, ouais, tu vois, ton papa, il est malade. Et quand on est malade de cette façon-là, c'est possible qu'un jour, le cœur s'arrête de battre. Et quand le cœur s'arrête de battre, ça veut dire que ça signifiera la fin de la vie. Et quand c'est la fin de la vie, ben, la personne ne va plus revenir. Et on risque de ne plus pouvoir faire certaines choses qu'on faisait maintenant avec la personne. C'est vraiment de dire ça en descendant dans les réalités de l'enfant. Je veux dire, quand je parle de réalité, je parle de son vocabulaire. Je parle de ses réalités environnementales. Je parle également de ses réalités émotionnelles. Voilà, si je sais que j'ai affaire à un enfant qui est fragile émotionnellement, parce que je le connais, j'aurai une façon de faire qui ne sera pas la même que je vais faire avec quelqu'un d'autre qui a une capacité de résilience plus développée. Ok. Alors, docteur Zabidjo, on va boucler avec ce dernier chapitre. Hein. C'est vrai, ça a été, c'est fait. Hein, le parent a disparu, la mère ou le père, en tout cas, est décédé. Comment on aide l'enfant à faire son deuil? Merci pour le mot, le deuil. C'est très important. Il faut que les adultes, comme les adultes, comprennent qu'en cas de séparation, on a besoin nécessairement de faire le deuil de la relation. Celui qui n'a pas compris ça, il se croit dur. Il pense qu'il n'en a pas besoin parce qu'il est trop fort. Il perd un être qui lui est cher, il ne fait pas le deuil, il ne suit pas le processus du deuil. En ce moment-là, généralement, il commence à développer des troubles du comportement, des troubles de l'émotion, des troubles de l'humeur, des troubles de concentration, etc. Mais il ne fait pas le lien entre ça et le fait qu'il a perdu quelqu'un de cher pour qui il n'a pas fait le deuil. Et ce deuil-là n'est pas adressé qu'aux adultes. Même les enfants, ils en ont besoin. C'est de pouvoir s'asseoir avec l'enfant, de parler. Parce que souvent, quand l'événement traumatisant, comme la séparation brutale, ou même quand elle n'est pas brutale, intervient, le réflexe, souvent, c'est de culpabiliser. Et particulièrement dans l'esprit des enfants, ils culpabilisent. Souvent, quand certains événements arrivent, ils se disent que mon papa, ma maman est décédé par ma faute. C'est peut-être parce que je n'ai pas fait telle chose. Ils lisent ça très souvent à eux. Donc, c'est déjà de les rassurer qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Parler avec eux. Les écouter, ne pas les interrompre quand ils sont en train de parler, parce que simplement ce qu'ils sont en train de dire, on n'est pas d'accord avec. Ça, c'est l'habitude de la plupart des adultes. Quand l'enfant commence à dire quelque chose qui ne convient pas à ce qu'eux ils pensent, très souvent on l'interrompt et puis on ne laisse plus parler. Il faut laisser l'enfant exprimer ses ressentis, les extérioriser. Si l'enfant culpabilise, il ne comprend pas, lui expliquer les choses. Quand il va commencer à être triste, lui montrer que c'est normal d'être triste, mais il ne faut pas qu'il reste longtemps dans la tristesse. L'aider à ressortir de la tristesse en lui proposant des activités, en lui proposant...